Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions après la victoire du Barça contre Majorque, incroyable. Incroyable match, incroyable sensation, on a retrouvé la victoire, c'est magnifique. Donc j'ai beaucoup de questions. Donc merci à toutes et à tous d'avoir posé des questions. Je ne pourrai pas tout prendre évidemment, je vais essayer d'en prendre un maximum, de faire le plus simple possible pour me faire comprendre au mieux. On commence avec Hughes qui dit « Je trouve que le match était pas du tout maîtrisé, pas toi, bonne victoire, ceci étant dit ». Oui, c'est un peu la conclusion de ce match-là. C'est une bonne victoire importante, il fallait aller chercher les 3 points pour se remettre en avant, retrouver un petit peu le bonheur. La victoire, ça faisait 3 matchs de Liga qu'on n'avait pas gagné. Donc ça a commencé à parler d'un début de potentielle crise, tout ça, que si on perdait encore contre Majorque, ça pouvait changer peut-être beaucoup de choses, en tout cas dans la tête des joueurs, peut-être commencer à avoir des doutes, tout ça. Peut-être pas parler d'une giga crise, mais quand même un minimum de doutes, disons. Là, on a gagné ce match-là. Le lendemain, le Real Madrid perd contre Bilbao, donc j'imagine que maintenant nous allons gagner la Liga. C'est vrai qu'elle fait du bien la victoire, voilà. Victoire plus défaite du Real, ça remet un petit peu les choses en place, on va dire. On retrouve un petit peu de sérénité à la tête du classement. Maintenant, c'est vrai que la victoire, elle n'est pas forcément très... En tout cas, le match n'a pas forcément été très maîtrisé. On est quand même sur la lancée des derniers matchs du Barça. Un Barça qui, parfois, peut-être manque de patience, balance peut-être trop les ballons, veut jouer trop vite. Voilà. Donc il y a pas ce bon dosage entre vitesse et précipitation, vous savez. Voilà, on peut jouer vite, mais il faut pas non plus des fois se précipiter. Il faut savoir garder un petit peu son calme, produire un petit peu de football quoi aussi. Donc c'est pas vraiment ce qu'on a eu, surtout en première mi-temps. Maintenant c'est vrai que le retour déjà de Lamine Yamal a fait énormément de bien. Il a fait énormément de bien parce qu'il a fait beaucoup de différences individuelles. Et quand je dis différence individuelle, je parle pas forcément des dribbles, je parle surtout des passes. Il donne des caviars. Si à la fin de match on mène autant, c'est par ses passes. Même s'il a fait quelques dribbles intéressants, mais enfin la qualité de passe c'est incroyable. Ensuite on a Sherminator qui dit salut café, salut Sherminator. J'espère qu'il y aura une vraie méritocratie et que Victor va passer devant Ferran. Ça serait pas mal, surtout que c'est Victor, Pau Victor c'est son vrai poste, de jouer neuf. À chaque fois qu'il a joué, enfin très souvent en tout cas, il est rentré souvent en tant qu'ailier ou quelque chose comme ça, qui n'est pas forcément son poste, où tu vois qu'il n'est pas forcément à l'aise. Surtout qu'il jouait beaucoup en début de saison, il a joué ailier droit des fois, il est rentré à la place de Lamine par exemple, 5-10 minutes ou quelque chose comme ça, ou 2-3 minutes. Donc c'était pas évident pour se mettre en avant quoi, pour lui. Maintenant là il a fait plutôt une bonne rentrée. Maintenant c'était la fin de match, je l'ai souligné dans l'analyse d'hier. À la fin du match forcément les joueurs de Majorque étaient un peu plus fatigués, ça a commencé à partir un petit peu dans tous les sens, et c'est aussi pour ça que le Barça a réussi à marquer beaucoup de buts. Sur les 3 derniers buts quand même les gars, on les met dans les 15 dernières minutes. Le match en soi, avant la 75e ou la 74e quand on marque le 3e, bah il est assez compliqué ce match. Dans un premier temps. On arrive à gagner un penalty grâce à Lamine aussi. Lamine a son importance juste avant, mais le penalty aussi qu'il offre, il aurait pu offrir un autre penalty aussi en début de match, enfin en première mi-temps, si on voulait bien de temps en temps être juste. Mais bref, donc Pau Victor il a fait une bonne rentrée, c'est dans tous les cas c'est positif, voilà. On va rester là-dessus. Ferran Torres, il a marqué un but, mais c'est sûr que dans le jeu il n'a pas forcément apporté énormément, on va pas se mentir. Il a fait beaucoup de ratés, tout ça, compliqué, mais c'est sûr qu'on aimerait plus voir un Pau Victor, je pense, parce que Ferran Torres, tout simplement, on a déjà énormément vu ce que ça pouvait donner. Maintenant, il faut pas non plus enterrer Ferran Torres. Moi, c'est même pas que je défends le joueur, c'est juste que, bon, déjà, c'est un joueur de notre équipe, donc partant de là, il faut quand même un minimum soutenir, on va dire, espérer qu'il fasse des bons matchs en tout cas. Tu n'es pas obligé de supporter Ferran Torres ou qui que ce soit si t'aimes pas spécialement le joueur et que t'as pas envie qu'il joue. Mais moi, j'espère en tout cas que tous les joueurs soient au niveau, justement pour aider l'équipe. Les titulaires ont besoin aussi de souffler, et pour ça les remplaçants doivent être au niveau. Donc moi perso, que ça soit Pau Victor, Ferran Torres ou qui que ce soit, je souhaite juste que le gars soit au niveau pour apporter à l'équipe quoi, tout simplement.
Maintenant, s'il faut faire un choix entre Pau Vitor et Ferran Torres, je l'ai déjà dit, je préférerais tester Pau Vitor à ce poste-là, remplaçant de Lewandowski. Ferran Torres, avec l'Espagne en plus, il est pas mauvais spécialement à droite. Pour faire souffler Lamine Yamal, on sait qu'on n'a pas grand monde, mis à part mettre Rafinha à droite. Donc tu fais jamais souffler Rafinha non plus. Donc moi personnellement, pour faire souffler Lamine, je mettrais Ferran Torres. Et pour faire souffler Lewandowski, je mettrais Pau Vitor. Ensuite, on a Shekou qui dit Lewandowski qui ne joue pas tout le match, est-ce une punition pour son dernier match raté ou quoi? Je pense pas que ce soit une punition, je pense pas que Flick marche vraiment comme ça, sauf si Lewandowski est arrivé en retard à l'entraînement. Mais non, je pense que c'est juste pour faire souffler, il avait besoin de souffler. Le match... visiblement on n'a pas eu besoin de Robert pour gagner largement ce match, même si on n'a pas joué parfaitement, même si ça a été compliqué, surtout en première mi-temps, très compliqué, mais au final on a quand même réussi à en mettre 5 sans le meilleur buteur de la Liga, sans le meilleur buteur de notre équipe, donc sans un des meilleurs buteurs européens actuellement, parce que ça il faut aussi pas l'oublier, Lewandowski très en forme en ce début de saison, et on a besoin que, comme je l'ai dit, que Robert souffle un petit peu pour qu'il soit en forme tout au long de la saison. Donc je pense pas que ce soit une punition, je vois pas pourquoi Flick punirait Lewandowski juste parce qu'il a raté juste parce qu'il a raté un match. Il a pas forcément raté qu'un match, mais c'est parce qu'en ce moment il est moins bien. Mais si Lewandowski il est moins bien, c'est pas volontaire d'un côté, c'est peut-être qu'il a ce manque de fraîcheur, donc souffler un match entier pour lui, ça peut lui faire du bien, et peut-être que contre le Betis Séville ce week-end il sera très très en forme et il aidera avec des buts. Et puis on sera tous très contents. Mais je vois mal Flick donner une punition à Lewandowski. Tu punis pas un joueur qui a fait un mauvais match. Tu punis un joueur qui a un mauvais comportement, qui est un truc comme ça. Mais un joueur qui rate un match ou deux même, ou je ne sais quoi, en termes de coaching, tu peux pas le punir. Il a essayé, il a raté, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Et quand tu vois que Flick ne punit pas non plus Gérard Martin, qui a fait des matchs quand même assez catastrophiques en début de saison, pourquoi il punirait Lewandowski qui est son meilleur buteur et qui est un joueur très important de l'équipe, tu vois? Ça n'aurait pour moi pas de sens en termes de management. Ensuite on a le K20 qui dit je sais que tu n'aimes pas t'enflammer, mais Rafa a beaucoup de chance pour le Ballon d'Or. Ah mais dites pas ça à Yanis, hein, parce que là on va le perdre, hein. Je vous le dis. Je n'aime pas m'enflammer. On a tendance à des fois s'enflammer et se prendre des grosses clims. Donc c'est pour ça que je n'aime pas m'enflammer. Mais après, ça reste du football. Et tu peux parler sous l'émotion, tout ça. Maintenant, moi, ce que j'aime pas, c'est surtout la culture de l'instant. C'est vraiment... Ça a un lien avec s'enflammer, tu vois. Parce que là, par exemple, c'est ce que je disais en début de vidéo. Le Barça qui est un peu moins bien, le Real qui gagne à côté. Le Barça est en crise. Ouais, c'est bon, on a perdu la Liga. Ok. Là, le Barça gagne 5-1. Le Real, le lendemain, perd contre Bilbao. Eh ben t'en as qui vont être là, ouais c'est bon, on va gagner la Liga, tu vois. Donc en fait c'est ça moi qui me dérange un petit peu, c'est calmer les gars, calmer, la saison elle est longue et faut voir ce qui se passe. C'est tout. Il y a des hauts et des bas pendant toute une saison. Voilà. Et pour Rafinha, bah écoutez, il a beaucoup de chances d'aller gagner le Ballon d'Or. Ça serait excellent pour lui. Ça serait vraiment bien. Maintenant, c'est sûr que j'ai pas envie d'être méchant, mais quand tu vois les derniers Ballons d'Or, enfin les Ballons d'Or en général, vous savez, je n'ai pas envie de faire l'ancien, tu sais. Non plus. Mais regardez, quand on voit les fameuses listes des Ballons d'Or dans les années début 2000, là, regardez les joueurs qu'il y a dedans, quoi. Mais Rafinha fait une très bonne saison. S'il continue comme ça toute la saison, il y a des chances qu'il soit bien placé, ouais. Et ça serait mérité aussi pour ce qu'il montre. Voilà, le niveau du football, peut-être, en termes de talent individuel, il a un petit peu régressé, chuté, je sais pas. C'est pas le débat. C'est pas le débat, vas-y, j'ai pas envie d'être... C'est pas pour être méchant avec Rafinha, hein, loin de là. C'est pas pour sous-estimer ce qu'il est en train de faire non plus. Mais voilà, il fait une bonne saison, c'est cool pour lui. Passer pour un rageux maintenant. Ensuite, il y a Madi qui dit « Qu'espères-tu pour le prochain mercato ? Que crois-tu qu'il va s'y passer ?» Bah, je crois qu'il va rien se passer du tout. Parce que là, le Barça, les news qu'on a en ce moment, c'est que le Barça bosse pour avoir un nouveau levier, un truc comme ça. Là, on est en train de vendre des futures loges VIP pour le nouveau stade. Ce qui va nous rapporter, apparemment, hein, c'est selon les infos qui sont là, ce qui va nous rapporter 200 millions. Ce qui fait qu'on pourra être de retour au 1 pour 1, ce qui fait qu'on pourra enregistrer officiellement Olmo. Parce qu'à l'instant T, les amis, je te rappelle un petit peu, Dani Olmo au mercato d'hiver, c'est lunaire, mais bon, c'est le Barça après. Hein. Pas étonnant, maintenant, ça plus rien ne m'étonne. Mais au mercato d'hiver, si la situation, elle reste comme elle est, Olmo ne pourra pas être enregistré pour la deuxième partie de saison. Je préfère en rire, hein. Franchement, je préfère en rire parce que... Puis je me dis aussi, c'est pour ça que je rigole, je me dis quand même, dans tous les cas, on va trouver une solution et je pense que ça ira. Catastrophique. Catastrophique quand même. Ça, on n'oublie pas tout ça, hein, les gars.
Faut pas oublier quand même. Il y a des beaux discours, il y a des joueurs qui sont là, on produit du beau football, c'est bien. Et il y a des choses quand même, des manières de gérer un club. On n'oublie pas trop, c'est pas normal tout ce qui se passe. C'est quand même pas normal de se retrouver dans une situation où un des joueurs les plus différentiels de ton équipe, tu te dis un joueur important, même s'il a tendance à se blesser, on le sait, mais un joueur quand même important de l'équipe, un de tes joueurs titulaires, bah ça se trouve, là, au mercato d'hiver, deuxième partie de saison, il pourra pas jouer avec ton équipe. Qu'est-ce qu'on en fait? Il reste en vacances pendant 6 mois et on le prête? C'est trop. Ensuite, il y a Bona Godsbeats qui dit belle rentrée de De Jong. Qu'as-tu pensé qu'il soit placé au poste de Olmo? Comme je l'ai dit dans l'analyse hier, j'attends de voir peut-être dans d'autres matchs. Là, c'était une fin de match, tout ça. On sait que la fin de match, elle a été un petit peu... ça s'est accéléré, tout s'est passé rapidement. On a marqué beaucoup de buts d'un coup, alors qu'on avait galéré pendant 70 minutes, tu vois. Donc, bon, je te demande à revoir, en fait, d'autres matchs, en fait, avec Frenkie à ce poste. Mais c'est vrai que son entrée, elle a été bonne. Que le match, il est fini comme ça, un petit peu, où ça a attaqué dans tous les sens. Mallorca peut-être était fatigué ou a arrêté de défendre aussi bien qu'il le faisait en début de match. Mais même s'il y a toutes ces raisons-là qui peuvent jouer sur le match, quoi, bah, je demande quand même à voir parce que oui, Frenkie, il a fait une bonne entrée, il a été intéressant dans ce rôle-là. Parce qu'il n'a pas besoin d'autant défendre et ça met moins en lumière ses lacunes défensives. En étant plus offensif, regardez Olmo par exemple, il fait le pressing, il essaie d'aller presser, mais c'est pas à lui on va pas lui en vouloir s'il récupère pas des ballons ou s'il est devant sa surface et qu'il regarde passer le joueur, et on va lui en vouloir, mais je veux dire, c'est pas son rôle de base premier, tu vois. Que si tu joues dans le double pivot, si ça passe dans l'axe devant toi et que ça arrive les adversaires arrivent à rentrer dans la surface et tirer, c'est de ta faute, tu es censé l'empêcher de passer, tu vois. Donc là, avoir un rôle plus offensif pour Frenkie de Jong et qu'il soit pas obligé de défendre, on va dire, avoir ce rôle-là, parce qu'apparemment ça va pas trop, ça peut être pas mal. Maintenant, je demande à voir parce que Frenkie, il a tendance à jouer très bas. Donc à voir s'il arrivera à rester haut dans des situations de match. Parce que si tu mets Frenkie en début de match à ce poste-là, avec un match assez fermé où il n'y a pas de solution, voilà, ça se trouve, au lieu de rester à peu près haut pour apporter, voilà, ça se trouve, il va redescendre très bas au niveau du double pivot, au niveau de Pedri ou de Casado, et il va venir demander les ballons ici, tu vois. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce que demande Flick non plus. C'est pas ce qu'il demande à Olmo. Donc peut-être que si Frenkie, tu vois, dans un match fermé, ça se trouve, il va trop redescendre pour venir chercher les ballons parce qu'il touchera pas assez de ballons. Et ça sera pas quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que je demande à voir dans d'autres matchs. Mais quand même, il faut souligner, bonne rentrée. Ensuite, on a Amine qui dit la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est le pressing, le réveil de Lamine et la sortie de Ferran. Je sais que t'aimes pas. Je sais que t'as du mal avec Ferran, mais je suis peut-être pas totalement d'accord avec ça. Mais ouais, le pressing était meilleur, mais c'est surtout les sorties de balles pour moi qui ont changé. Première mi-temps, on joue trop long à chaque fois, on balance trop vite et trop long. Voilà, dès qu'on a le ballon, je l'ai montré dans l'analyse hier, hein, dès qu'on a le ballon avec les défenseurs, Inigo et Koundé surtout, qui cherchent à balancer les ballons longs sur les attaquants. La différence de distance aussi entre les attaquants et le reste de l'équipe, elle était moins grande, je pense, en deuxième mi-temps. Première mi-temps, les attaquants restent vraiment hauts et on balance. Allez, tenez, ça ne va pas. Deuxième mi-temps, on cherche à sortir plus court, à toucher les milieux, Casado, Pedri, et à tirer aussi les milieux adverses. Et après, je l'ai montré dans l'analyse, hein, on va toucher les attaquants ou les milieux offensifs, donc Olmo ou Ferran, dans le dos des premiers milieux qui viennent presser notre milieu à nous, le double pivot. Donc la différence a été là-dedans, ça a été dans les sorties de balles aussi. Parce que passer son temps à balancer des ballons devant, bah, t'as pas de contrôle dans le match et tu te procures peut-être moins d'occasions. En tout cas, t'as moins de maîtrise, t'as moins de cette sensation de maîtrise dans le match. Donc elle est là, la grosse différence. La principale différence pour moi, elle est là. Lamine Yamal, en première mi-temps, il a loupé pas mal de choses, il était pas dedans non plus, mais pour moi c'est aussi en rapport avec la distance qu'il y avait entre lui et Koundé. Par exemple, Koundé il pouvait pas le trouver, il était trop loin, donc il balançait devant. Allez, on balance, on espère que ça passera. Ça ne fonctionne pas. Quand Koundé est un peu plus haut, quand tout le bloc est un peu plus haut et que les attaquants du coup ils sont moins loin du reste du bloc, bah, on arrive à les trouver, on arrive à poser un petit peu le jeu. Lamine qui a une solution aussi de remettre à quelqu'un, tu vois, que là s'il touche le ballon devant, il y a personne autour de lui. Les attaquants ils sont seuls. T'as Rafinha d'un côté, Ferran dans l'axe, Lamine sur un autre côté. Voilà, tu balances un long ballon pour Lamine par exemple, il court, il se retourne, il n'y a personne autour de lui. Les milieux sont trop loin.
Les Koundé est trop loin, il y a Ferran devant lui. Quoi. Donc voilà, c'est tout. La différence, elle est là, principale. Après, le pressing était mieux en deuxième, ouais. Mais en deuxième mi-temps, il y avait toujours Ferran Torres, quand le pressing était mieux. Donc tu vois, c'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec la sortie. Je suis d'accord sur le fait que Pau Victor a fait du bien, tu vois. Fait du bien dans son activité, mais Ferran il faisait pareil, il faisait les appels aussi en profondeur, il revenait chercher le ballon aussi de temps en temps, tu vois. C'est juste que Pau Victor il a moins ce déchet technique ou en tout cas il l'ose peut-être moins aussi. Ce qui fait qu'il va moins rater de choses. Logique. Peut-être là-dedans aussi le truc. Mais voilà, et puis Lamine a fait beaucoup de différence en fin de match, effectivement. Ensuite, il y a Colmy Obed qui dit « Penses-tu qu'on dépend d'un gamin de 17 ans ?» On est forcément dépendant de Lamine Yamal. Hein. Après, je vois vraiment pas le problème, en fait. Il y a un truc que j'ai du mal à saisir. Parce qu'il y en a, c'est pas contre toi. Hein. C'est juste, il y en a pour faire ressortir le côté négatif de cette situation, ils vont dire ça. Ouais, mais il est jeune et on dépend d'un gamin de 17 ans. Ok. Et t'en as, d'un coup, quand Lamine Yamal, il va faire des choses incroyables, on va dire waouh, il a 17 ans et c'est déjà le meilleur joueur du monde, tu vois. Je dis pas que toi tu dis ça, mais il y en a qui le disent. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde, il a 17 ans. Si c'est vrai qu'il est le meilleur joueur du monde, est-ce que c'est pas logique qu'on dépende de lui? Moi je dis, tu me parles pas d'âge. Que le mec il ait 17 ans ou il est 25 ans, 26 ans, il apporte énormément. Et on le sait, Lamine Yamal est un joueur qui fait un des joueurs qui fait le plus de différence en Europe. C'est un fait. Lamine Yamal fait énormément de passes décisives. Au Barça, c'est le meilleur passeur décisif. Je sais pas en Liga si c'est le meilleur ou quoi, mais en tout cas, c'est un joueur qui fait énormément de différence en Europe. Et de par ses dribbles, c'est un des meilleurs dribbleurs, voire le meilleur dribbleur de Liga, un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Et on est en train de se poser la question, ouais, on dépend vraiment d'un gamin de 17 ans. Mais la question, elle est pas de savoir, de dire il a 17 ans. C'est la question, c'est est-ce qu'on dépend de Lamine Yamal, qui est un des meilleurs ailiers d'Europe? Oui, du coup, quel est le problème? Le gars, il apporte autant s'il est aussi fort que ça. C'est logique qu'on dépende d'un joueur. On ne dépend pas uniquement de lui dans le sens où on va gagner aucun match s'il n'est pas là, tu vois. C'est quasiment le cas en Liga, mais enfin c'est le cas en Liga, mais c'est pas le cas contre Brest. On a gagné, il n'était pas là, par exemple. Mais ouais, c'est logique. Quand tu as un joueur qui t'apporte autant offensivement, s'il n'est pas là, ça se voit. Et du coup, tu as un manque de dribble. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, à ce poste-là, on a personne d'autre qui peut apporter autant, qui est un vrai ailier droit. On n'en a pas. On a mis Rafinha là, mais on sait que Rafinha à droite, il est moins bon. Sinon, on a testé Fermin Lopez à droite. Ça n'allait pas, parce que c'est pas un ailier. Et c'est pas un ailier droit non plus, encore moins. Donc en fait, on a essayé, mais d'un côté, on n'a pas forcément de remplaçant à Lamine Yamal non plus. Et c'est ça aussi qui fait la diff. Parce que si Lamine Yamal, voilà, déjà, il est bon, mais il est absent, tu mets qui à sa place, on n'en sait rien, tu vois. Il n'y a pas vraiment de vrais mecs ailiers droits qui peuvent t'apporter un minimum, tu vois. Pas apporter autant que lui, parce que voilà, c'est pas possible, mais un minimum. On n'en a pas, donc c'est logique qu'on soit dépendant de lui, en fait. C'est juste, pour moi, c'est juste de la logique, ça s'emboîte. Ensuite, on a Amesma qui dit Ferran Torres sous-coté pour ce match, un meilleur contrôle de balle que Lewandowski. Peut-être. J'avais une autre question aussi qui disait, j'ai vu passer, qui parlait de est-ce qu'il a un manque de technique ou de talent ou manque de rythme. Bon, on peut dire un peu des deux pour Ferran Torres parce qu'on sait que Ferran Torres a toujours eu du déchet, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que oui, Ferran Torres manque aussi de rythme, il revient de blessure. Donc d'un côté, ça peut s'expliquer. Si ça avait été n'importe quel joueur, on aurait dit, comme on l'a dit pour Frenkie de Jong d'ailleurs. Hein. Frenkie de Jong, il y a beaucoup de supporters qui disent ouais, mais attendez, il manque de rythme. Mais attendez qu'il soit à 100%. Et après, encore une fois, je compare pas. Là, on va venir me dire, ouais, tu compares, mais Frenkie, il a beaucoup plus de talent. Mais peut-être que oui, je compare pas. Mais en attendant, Ferran, on sait qu'il n'est pas à 100% non plus. Donc peut-être que quand il sera à 100%, il pourra apporter un peu plus, faire un peu mieux en tout cas. Après, est-ce qu'il est sous-coté? Moi, ce qui m'a posé des problèmes, on va dire, avec Ferran Torres, c'est pas en soi particulièrement le joueur, c'est plus le profil du joueur qui s'additionne avec d'autres profils de joueurs. C'est-à-dire, quand tu mets Ferran Torres en attaque, Lewandowski, il n'a pas tendance à faire des appels constants, tu vois. Mais il a Rafinha à côté de lui qui peut le faire. Et lui, il vient demander le ballon. Donc t'as un mec qui vient demander le ballon et un autre gars qui part dans le dos de la défense, dans le dos de celui qui t'a suivi quand t'es venu chercher le ballon. Que quand t'as Ferran Torres, il part dans le dos de la défense, t'as Rafinha, il part dans le dos de la défense, t'as Olmo de l'autre côté, il part dans le dos de la défense. Et en fait, t'as que des joueurs qui partent en profondeur. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'en première mi-temps, on a joué très long.
c'est qu'en fait t'as pas de milieu d'attaquants vraiment qui vont alterner un petit peu plus, qui vont essayer de poser le jeu en venant chercher dans les pieds, tu vois, on remise au milieu, on fait un petit peu tourner, puis après on déclenche un appel. Non, t'as des joueurs qui sont qui sont des joueurs de profondeur. Rafinha et Ferran surtout sont des joueurs qui font beaucoup d'appels dans la profondeur. Donc peut-être que c'est pas les deux ensemble, tu vois, à côté, c'est peut-être pas très bon. Peut-être que les deux sur les côtés, tu vois, qui prennent la profondeur avec le 9 qui vient de temps en temps demander dans les pieds, peut-être que ça serait bien, tu vois, et les deux font les appels dans le dos, dans l'axe, tu vois. Peut-être que là ça passerait mieux dans cette situation-là, mais bon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Faudrait attester, quoi. J'en sais rien. Peut-être que la perf de Ferran a été sous-cotée un petit peu parce que c'est Ferran Torres et qu'il a cette étiquette-là. On sait déjà que si Ferran Torres est titulaire, on sait déjà ce qui va se passer. Mais bon, après il a raté beaucoup de choses. Il a eu des occasions très claires qu'il a manqué, et il a eu des occasions un peu moins claires qu'il a manqué aussi parce que manque peut-être de fraîcheur, ouais, peut-être qu'il est pas à 100%, donc c'est pour ça, mais aussi de qualité technique où il va rater un contrôle, il va faire une poussée de balle trop longue, il va l'envoyer en sortie, des trucs comme ça, ce qui n'aide pas à dire qu'il a fait une bonne perf, tu vois. On finit cette vidéo avec une question de Naël qui dit « Les failles du hors-jeu sont là, mais si on en met 5, on s'en fiche. De quoi faire taire les critiques? Non. » Ouais, les critiques, je sais pas d'où elles viennent. Peut-être que certains entendent les commentateurs de Beansport dire des choses et que après ils se font un petit peu leur avis. En tout cas, ils sont influencés sur le match, sur leur vision du match là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut l'être. Hein. On peut être influencé par beaucoup de monde. Et quand on regarde un match de foot et que les commentateurs passent leur temps à critiquer ou mal lire le match aussi, peut-être soit parce qu'ils sont pas forcément objectifs ou alors ils ont un avis mais qui est faussé par quelque chose, ou un mauvais avis, même ça peut arriver, hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Même moi je peux dire n'importe quoi, je peux dire de la merde, je donne un avis, c'est pas du tout bon, et après s'il y en a qui disent ouais c'est vrai il a raison, non j'ai pas raison, on peut se tromper, mais ça peut influencer en tout cas en cours de match, et moi des fois ce que j'aime bien faire c'est couper le son. Je mute, ça m'est déjà arrivé, je mute et je mets de la musique. Je mets de la musique et je regarde le match, c'est pas plus mal. Je ne sais pas d'où viennent vraiment les critiques du hors-jeu. Il y en a des supporters qui peuvent dire ouais le hors-jeu ça marchera un temps mais c'est pas efficace. On en avait déjà parlé avant les matchs, vous savez la fameuse semaine Bayern-Real Madrid où on avait entendu ça, les hors-jeux ça fonctionne contre je sais pas qui, mais ça fonctionnera pas contre le Bayern, ça fonctionnera pas contre le Real avec Vinicius et Mbappé. Mbappé il a été quoi 7 fois hors-jeu je crois, 8 fois hors-jeu, j'en sais rien, en un match. Contre Majorque, ils ont été 11 fois hors jeu. Donc est-ce qu'il y a des failles? Oui, il y a toujours des failles, mais c'est même pas des failles en fait. Il y a forcément des failles de jouer de manière risquée, c'est une logique. S'ils arrivent à faire une passe dans le bon timing, que la défense elle remonte pas parfaitement alignée en même temps, et que eux ils font une bonne passe dans le bon timing, que le milieu de terrain il part d'un peu plus loin et qui part lancer pendant que la défense elle remonte, et oui. Est-ce qu'on peut appeler ça une faille? Mais c'est même pas, pour moi, c'est même pas que c'est une faille de ce truc-là, c'est juste que c'est la logique de la chose, c'est du football. Tu joues de manière risquée, tu prends des risques, tu peux, du coup, prendre des buts. C'est comme ça. Jouer haut sur le terrain, presser haut, jouer le hors-jeu aussi haut, tout ça, c'est des prises de risque, mais c'est des prises de risque importantes et utiles pour l'équipe en soi. Parce que ce Barça-là ne jouerait pas de cette manière et ne serait pas peut-être aussi fort. Ils prenaient pas des risques, les joueurs. Et si le coach ne prenait pas ce risque-là de vouloir jouer très haut, hors-jeu, pressing haut, tout ça, pressing très agressif, tout ça c'est prendre des risques. Mais si tu prends pas de risques, eh bien après tu finis comment? Tu finis par jouer comme Retafe. Tu joues avec un bloc bas, tu défends et puis tu essaies de jouer les contre-attaques. On n'est pas l'Atlético Madrid non plus, tu vois. Donc on peut pas dire... alors on pourrait dire oui, le hors-jeu, faudrait le jouer moins haut, mais c'est comme ça. Franchement, ça a porté ses fruits. Ça a confirmé que ça fonctionnait bien, cette saison. On joue comme ça fonctionne très bien. Et oui, si on peut prendre des buts. Ça a toujours été ça, les équipes de flics, elles ont toujours pris beaucoup de buts, en soi. Beaucoup de buts, je m'entends, ils n'ont pas pris 50 buts par match. Mais ils ont toujours encaissé parce qu'ils jouaient de manière risquée. Mais derrière, ils ont marqué beaucoup aussi des buts. C'est comme ça, quand on regarde les stats du Bayern de Flick, quand il gagne le sextuplé, tout ça, c'est un des Bayern qui avait encaissé le plus de buts
de son histoire, je crois. Ou sur je sais pas combien de dernières années, c'est un des Bayern qui avait encaissé le plus de buts. Donc oui, c'est risqué, il y a toujours des risques et t'encaisses toujours des buts. Mais derrière, c'était un Bayern très prolifique et qui a raflé tout sur son passage et qui a écrasé l'Europe et le Barça cette saison-là, quoi. Donc il faut savoir aussi prendre des risques et réveiller un petit peu ce Barça-là qui en avait besoin. Sur les dernières saisons, on avait un Barça qui par moments était bien et après c'était moins bien et puis après voilà, c'était compliqué. Et là, on a un Barça un peu plus réveillé, qui joue de manière un peu plus risquée. Les supporters vibrent un petit peu plus devant les matchs. Qu'on aime totalement le jeu ou pas, on peut pas dire que ce Barça-là ne nous procure pas de sensations ou qu'on n'a pas d'émotion devant les matchs du Barça cette saison. Donc voilà, on verra jusqu'où ça nous mène. Mais en tout cas, moi je dis que tant que le piège du hors-jeu, cette manière de jouer, elle est réussie et elle est appliquée quasiment parfaitement, bah le risque il devient un petit peu minime, tu vois, un peu plus. Parce que justement, bah, les joueurs l'appliquent très bien, ça. Si encore on avait des joueurs qui ne savaient pas appliquer le hors-jeu, qui ne savaient pas jouer, défendre comme ça, risquer, faire le décalage, tu sais, juste avant la passe du milieu là-bas, et l'attaquant qui part, t'as le déplacement, t'as les 2-3 petits pas d'Inigo Martinez ou de Cubarsí qui mettent le gars hors-jeu au dernier moment. C'est très risqué. Il faut être faut en avoir déjà dans le short, mais faut aussi avoir une très bonne lecture de jeu et être très réactif. Et ça, on peut le souligner. Donc, on peut avoir cette question, est-ce que c'est risqué tout ça? Ou on peut se dire, aussi avoir la remarque de dire, qu'est-ce qu'on a des défenseurs, qu'est-ce qu'on a une équipe ultra forte quand même. Qu'est-ce qu'ils sont bons et qu'est-ce qu'ils en ont dans le pantalon? Parce que franchement, pour jouer comme ça, il y en a très peu de défenseurs, très peu d'équipes en Europe, voire aucune, joue comme le Barça, le hors-jeu aussi risqué et aussi haut. Et on peut applaudir ça, je pense. 1 minute d'applaudissement, les amis. Non, mais on peut applaudir ça au lieu de... Moi, je préfère voir le côté négatif. Positif. Je préfère voir le côté positif et se dire que, franchement... Les joueurs, ils font de l'excellent boulot cette saison. Les défenseurs, pour moi, c'est masterclass. Inigo Martinez et Cubarsí cette saison, ils peuvent pas souffler. Il y a personne d'autre en défense. Ils enchaînent les matchs tous les 3 jours. Ils jouent. Cubarsí qui a en plus appelé de temps en temps avec la sélection aussi. Et franchement, ils posent des masterclass tous les week-ends à faire des passes monumentales aussi. Qualité de passe, de relance, de jeu long, tout ça, qui sont excellente, puis ça joue le hors-jeu, puis c'est ultra concentré, ça fait des interventions défensives aussi. C'est pas facile parce que des fois le mec il part à la limite du hors-jeu, il est pas hors-jeu, donc tu dois revenir, tu dois tacler, faire le bon tacle et tout, la bonne intervention. Franchement, moi je dis félicitations, c'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations à cette équipe et à cette défense qui nous montre comment jouer au football et avoir des grosses baloches en même temps. On se laisse là-dessus les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match. Bonne soirée à tous, ciao.